Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui touche malheureusement de plus en plus de professionnels, il s'agit du burn-out. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, mais est-ce qu'il l'est toujours à propos? Qu'est-ce que l'on entend par burn-out? En quoi est-ce que ce concept diffère de celui d'épuisement professionnel avec lequel il est finalement souvent confondu? Quelle est son origine? Quelles sont également les pistes thérapeutiques pour toutes les personnes qui peuvent y être confrontées? Ce sont toutes les questions auxquelles je vous propose de répondre dans cette vidéo grâce à un invité d'exception. Il s'agit du docteur Robert Neuburger. Mon ami Julien Bess m'a proposé que je puisse parler au fond d'un thème très répandu aujourd'hui, c'est-à-dire le burn-out. Donc c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et je dirais même à tout propos, et pas forcément de façon tout à fait adéquate. Alors ce serait peut-être bien de reprendre l'histoire du concept pour mieux comprendre de quoi il retourne. C'est souvent confondu avec un autre thème qui est l'épuisement professionnel. Or, ce sont deux concepts profondément différents. Donc, la notion de burn-out, elle est née, très curieusement, dans le monde des toxicomanes. Le mot. Ils utilisaient, donc c'était aux États-Unis, ils utilisaient le mot burn-out entre eux pour qualifier quelqu'un sur qui aucune drogue n'avait plus d'effet. Et donc, c'était un terme qui a interpellé un psychiatre, psychanalyste qui s'occupait d'un centre pour toxicomanes, ça s'appelle Freudenberger, qui a récupéré ce mot pour désigner quelque chose de assez différent. Et il y avait pas mal de bénévoles qui travaillaient dans son service, qui s'occupaient des toxicomanes. Et en fait, il y en a un certain nombre qui sont venus, mais vraiment le cœur sur la main, persuadés qu'ils allaient vraiment obtenir de magnifiques résultats avec leur bonne volonté, etc. Et qui, bien sûr, se heurtaient à quelque chose qui est extrêmement difficile. On sait très bien que c'est extrêmement difficile d'obtenir qu'un toxicomane change de comportement. Donc, ces personnes, elles se retrouvaient vraiment en difficulté. Et à ce moment-là, elles avaient un comportement que Freudenberger a appelé burn-out. Je vais vous lire sa phrase. Il a écrit ceci: « En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont victimes d'un incendie comme dans des immeubles. » C'est-à-dire qu'ils sont brûlés. Et alors, du coup, il a eu cette image de lui, cette métaphore, et du coup, il a emprunté donc burn-out à ce moment-là, a été introduit. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces gens se sont impliqués, puis quand ils ont vu que ça marchait pas très bien, ils sont impliqués de plus en plus, et à un moment, il y a une rupture, et cette rupture entraîne une conséquence pour lui qui était le symptôme le plus important du burn-out, qui était un désinvestissement de leur objectif. C'est-à-dire que tout à coup, affectivement, ils s'étaient complètement coupés des patients. Ils les considéraient plus comme des objets que comme des personnes. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit ça très fréquemment dans les hôpitaux où des soignants peuvent tout à coup ne plus investir. C'est plus Madame Machin, c'est l'appendicite du 12, vous voyez. Alors à côté de ça, il y a aussi une auto-dévaluation. Quelquefois des gens qui allaient pas très bien parce que au fond ils s'étaient appuyés sur cette identité d'aidant et puis ça n'a pas marché. Et ils se retrouvaient là en grande difficulté. Donc, vous voyez, on est très loin du concept actuel. Alors, quand ça s'est diffusé, puisque ça s'est diffusé, c'était essentiellement dans le monde de la psychiatrie, avec ce sens-là, c'est-à-dire des aidants, finalement, qui étaient déconfits, qui étaient en difficulté, et qui, à ce moment-là, désinvestissaient l'objectif, qui est quand même la réhumanisation ou l'humanisation de la relation. Alors petit à petit, ce concept s'est dévoyé et a été récupéré, et il y a deux voies. Donc là, il y a cette voie-là, c'est-à-dire le fait que quelqu'un a échoué dans son besoin d'aider, donc c'était le monde des aidants, dans tous les domaines, disons après, hein.
Et puis, il y a une deuxième version qui n'a rien à voir avec la première, sont des comportements qui ont été interprétés comme des burn-out, mais qui n'étaient pas liés à la personne, mais au contexte de la personne. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui, dans son travail, a été dévalorisé. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gestionnaires ou de gestion du personnel qui ne sont pas forcément très, très humains. Je donne un exemple d'une institution où j'ai été comme superviseur il y a déjà quelques années, mais qui était une institution qui s'occupait de gens très très handicapés. La plupart n'avaient même pas le langage. C'était des gens qui étaient vraiment de naissance très, très des invalides, des grands invalides de naissance. Hein. Et chacun avait un soignant responsable de la personne qui créait un lien avec elle. Et il y avait des moments privilégiés qui étaient par exemple la douche. Le moment de la douche était un moment où ils communiquaient corporellement et c'était très important pour les deux. Il y avait un lien important. Arrivé à un nouveau gestionnaire qui a dit non, non, il ne faut pas faire comme ça. C'est-à-dire que tout le monde avait le droit de s'occuper de tout le monde. Ça dépendait de... voilà. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait une dévalorisation de la relation, une déshumanisation. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu des gens qui se sont mis à aller pas bien du tout. Et certains ont même quitté cette boîte qui était, tout à coup, avait perdu son âme d'une certaine façon. Et ils sont mis en burn-out. Mais en fait, c'est un dévoiement de la notion première, c'est-à-dire c'est vraiment une attaque à la dignité des gens qui produit ça. Alors effectivement, on a ça de plus en plus maintenant avec ces licenciements qui interviennent, non pas que la personne soit incompétente, mais simplement parce que sa boîte a été rachetée par une autre et que son poste est en doublon avec un autre qui est la boîte qui arrive. Des injustices comme ça qui produisent un effet. Moi, je dirais que c'est plus du côté de la déprime que du burn-out, mais c'est souvent baptisé burn-out. Alors que c'est une attaque à l'identité d'un sujet, c'est son sentiment d'exister qui est professionnellement qui est attaqué et qui est souvent une ressource importante pour chacun de nous. Vous voyez, donc il y a deux sources très très distinctes. Donc l'une, c'est des gens qui se présentent comme aidants et qui se plantent, et d'autres, des gens qui n'ont rien demandé et qui ont reçu des traumatismes, je dirais oui, des traumatismes dans le monde essentiellement professionnel. Mais alors maintenant, ça a débordé, puisque encore plus, puisque maintenant on parle de burn-out parental, enfin bref, il y a du burn-out partout, qui au fond est devenu une façon de dire je vais pas bien. Bon, aujourd'hui, je regrette un peu quand même, je trouve que c'est toujours un problème quand un concept prend trop d'extension. Il y en a d'autres d'ailleurs, hein, mais dont on voit qu'à un certain moment, ils ne veulent plus dire grand-chose parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Et je trouve que c'est très important de garder quand même la différence qu'il y a entre l'épuisement professionnel et le burn-out. C'est-à-dire, le burn-out, c'est vraiment le monde, pour moi, des gens qui aident et l'épuisement professionnel qui est lié à un certain nombre de circonstances. Alors, ce qui est important, c'est de repérer comment est utilisé le mot. Si c'est dans le monde de l'aidant, à ce moment-là, ça relève d'une thérapie personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'ils sont engagés aussi ils ont pris autant de risques, finalement, parce qu'on s'engage effectivement dans quelque chose, on prend un risque. Et donc, là, peut-être faire une petite révision de leur cursus, et souvent on s'aperçoit que c'était déjà des aidants dans l'enfance, ils ont fait que poursuivre quelque chose. Donc, il y a tout un travail de psychothérapie qui peut se mettre en place. Dans l'autre position, je pense qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas pathologiser. C'est-à-dire parce que les gens peuvent s'enfermer très facilement. Ils vont voir quelquefois un médecin qui n'est pas très informé et ils racontent qu'ils ne vont pas bien depuis qu'il s'est passé ça. Diagnostic dépression.
C'est-à-dire, si le médecin ne va pas dire burn-out, il va penser dépression, il va peut-être pas le dire, mais il va le penser. Et donc, la personne se retrouve handicapée avec un arrêt de travail, des médicaments à prendre. Et c'est pas ça qui va les aider beaucoup, parce que en réalité, la blessure, elle est réelle. C'est-à-dire, c'est pas, eux, ils n'ont pas inventé, ils l'ont reçu, ils ont été blessés dans leur sentiment, dans leur représentation d'eux-mêmes, dans leur dignité. Donc, je vois pas en quoi le fait de prendre des antidépresseurs va faire en sorte qu'ils se sentent plus retrouver une dignité qui leur permet de rentrer dans le monde de nouveau. Parce que je dirais que c'est dangereux, parce que en fait, ça va masquer quelque chose qui est à l'arrière-plan et qui me paraît strictement normal. C'est la rage. C'est-à-dire les traitements de ce type, c'est presque une fonction sociale. Des gens qui pourraient être des révoltés, on va en faire des déprimés. Or, la rage, c'est fondamental de permettre aux gens de les autoriser à sentir de la rage. Alors, j'ai appris ça dans le TGV. Alors, j'étais dans le TGV entre Paris et Genève, et j'avais un monsieur à côté de moi, un peu moins de la quarantaine, très sympa, on a commencé à papoter comme ça, il me demande ce que je fais, je dis, je suis psy, il me dit, oh, j'ai pas eu besoin de psy, moi. Je dis, comment vous n'avez pas eu besoin de psy? Pourquoi vous auriez eu besoin? Écoutez, je me suis fait licencier de façon absolument dégueulasse. Et j'allais pas bien du tout. Hein, Et puis, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai imaginé toutes les façons possibles d'assassiner mon patron. Et le jour où j'avais trouvé le système imparable, où personne, je n'aurais même pas été soupçonné, eh ben j'allais bien. C'est-à-dire qu'il a accepté de se relier lui-même à la rage plutôt que de s'enfoncer dans la déprime. Et ça, c'est très important. Le contraire de la déprime, c'est pas un état normal, c'est absurde. C'est la rage. Je dirais que la déprime, c'est de la rage en boîte. Et effectivement, c'est un sentiment qui aujourd'hui n'a pas bonne presse, on n'a pas le droit. Par exemple, vous avez perdu votre compagnon, votre compagne, vous avez été largué par eux, enfin, ou par elle, et vous êtes en pétard, mais vous avez copines ou les copains qui vous disent, écoute, ça arrive à tout le monde, n'en fais pas un drame, etc. C'est-à-dire que votre âge, vous ne pouvez pas l'exprimer. Et là, donc, l'autre versant, c'est la médicalisation. Vous voyez ? Donc, la prise en charge est extrêmement différente. Dans le premier cas, moi, je pense que les psychothérapies sont très efficaces dans cette situation. Dans la deuxième, c'est d'accepter de les traiter comme des gens qui ont reçu un traumatisme, c'est-à-dire dire, écoutez, vous avez le droit d'être en pétard. Vous avez le droit. Vous avez rencontré une injustice, c'est pas dans votre fonctionnement. L'injustice, c'est pour vous, c'est inacceptable. Donc, acceptez que vous êtes en colère. Et puis, vous pouvez l'exprimer avec moi. Vous pouvez gueuler, ça me dérange pas, hein. Donc, c'est vraiment et puis voir après quelles sont les qualités qu'ils ont, s'intéresser à leurs compétences. Vous voyez ? Donc, c'est une approche totalement différente. Et le problème, c'est que quand vous avez le même terme, les gens ont tendance à avoir une approche univoque. Or, encore une fois, ce sont deux sources très différentes et deux façons très différentes d'utiliser ce terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre avis vis-à-vis de cette distinction, notamment entre le burn-out et l'épuisement professionnel, ainsi que les pistes thérapeutiques qui y sont associées. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.